Bienvenue à Quel livre ce midi, les rencontres littéraires de la communauté israélite de Genève. Dans le cadre de ce nouveau format, nous avons le plaisir de vous accueillir pendant la pause de midi dans notre belle synagogue Beth Yaakov de Genève, classée patrimoine genevois, patrimoine historique depuis 1989. Nous recevons aujourd'hui le professeur Antoine Compagnon à l'occasion de la parution récente de son essai Proust du côté juif. Pascal, est-ce que je peux te demander de montrer l'ouvrage au public? Merci beaucoup. Paru chez Gallimard en 2022. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Compagnon, d'avoir accepté de faire le trajet pour être avec nous ce midi pour cette rencontre qui va débuter d'ici quelques minutes. Vous serez interviewé par le journaliste Pascal Choulet, qui se trouve à vos côtés, pendant environ 40 minutes. Cher public, vous aurez le loisir de poser toutes vos questions à l'issue de cette interview pendant environ 20 minutes. Et ensuite, nous passerons à la signature du livre qui sera à votre disposition ici même ou à l'entrée auprès de gens que vous avez vus quand vous êtes arrivés. Enfin, n'oubliez pas de récupérer votre pack lunch. Il y a tout un assortiment. Vous pourrez choisir les spécialités qui vous conviendront le mieux lorsque vous quitterez la salle. Et n'oubliez pas également de rallumer à ce moment-là et à ce moment-là uniquement vos portables. Merci beaucoup. Pascal, je me répète à chaque fois, mais c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir pour que tu interviewes nos invités. C'est toujours un très beau moment que nous passons en ta compagnie. Donc merci beaucoup de ta fidélité. Et je te passe la parole tout de suite pour que tu présentes notre hôte. Merci. Avec plaisir. Merci Anita, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Merci beaucoup. Antoine Compagnon, vous êtes né à Bruxelles, vous êtes professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Vous enseignez aussi à l'Université Columbia de New York depuis 1985. Ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, vous êtes docteur d'État ès-lettres. Il serait trop long d'évoquer l'ensemble de vos titres et activités dans le domaine académique, tant ils sont nombreux et prestigieux, et ce depuis 1975, 75 pour les bilingues. Puisque Proust est notre sujet, j'évoquerai les éditions de Proust que vous avez données essentiellement aux éditions Gallimard et notamment à la Pléiade. Votre ouvrage Antimoderne de Joseph de Maistre à Roland Barthes est salué en 2005 par le prix Pierre-Georges Castex de l'Académie des sciences morales et politiques et en 2006 par le prix de la critique de l'Académie française. Vous recevez en 2011 le prix Claude Lévi-Strauss de l'Académie des sciences morales et politiques. En 2018, l'Académie française vous décerne son prix Guizot pour les chiffonniers de Paris. Et vous avez été élu à l'Académie française le 17 février 2022 au fauteuil d'Yves Pouliken. Vous avez publié dans la Bibliothèque illustrée des histoires la superbe collection des éditions Gallimard, Proust du côté juif. Penchons-nous, pour commencer, si vous le voulez bien, sur la genèse de ce livre. Au moment où le virus du Covid stoppe brutalement les activités du quotidien, vous donniez au Collège de France un cours intitulé « Fin de la littérature », fin au pluriel, un cours qui s'est terminé sans s'achever, un traumatisme pour vous à ce moment-là. Est née alors l'idée d'un feuilleton hebdomadaire publié sur le site du Collège de France et fondé sur les recherches que vous menez depuis des années sur la lecture de Proust dans la communauté juive. Est-ce que le sujet s'est imposé tout de suite pour le feuilleton? Dès qu'il a été question d'un feuilleton, vous vous êtes dit « c'est ça qu'il faut faire ». Écoutez, quand le confinement est intervenu, pour tout le monde, c'était en mars 2020, mon cours, vous l'avez dit, a été brutalement interrompu. J'avais fait les cours du Collège de France 12-13 semaines d'affilée, j'en avais fait 8. Je me suis retrouvé enfermé, tout seul, chez moi, dans des conditions qui étaient, disons, bonnes comparées à beaucoup de gens qui étaient enfermés avec des enfants, qui faisaient du télétravail dans des petites surfaces. J'étais dans mon appartement à Paris, mais il fallait bien s'occuper. Quand on fait un cours au Collège de France de semaine en semaine, pendant ces 12 semaines, c'est une sorte de marathon, et il y a une sorte de décharge d'adrénaline très forte, et soudain, quand ça s'arrête,
c'est déprimant. Parce que de semaine en semaine, il faut produire ce cours, répondre à l'attente du public. Et donc, c'était le désœuvrement. Et pour m'occuper, j'ai décidé, oui, de faire ce feuilleton. Je ne savais pas si je tiendrais le rythme, mais de publier, disons, une vingtaine de pages chaque semaine sur ce sujet qui m'intéressait depuis des années et pour lequel j'avais accumulé de la documentation chez moi. Et puis aujourd'hui, on peut faire beaucoup de recherches grâce à Internet. Et pendant le confinement, on avait, à travers les universités américaines, on avait accès à beaucoup plus de matériel que d'habitude. Ça avait été libéralisé, si bien que... On a ouvert un peu les robinets. Voilà. Et donc on pouvait travailler très confortablement chez soi. Bien entendu, une fois que le confinement s'est interrompu, j'ai pu reprendre des recherches pour ce livre et il m'a fallu aller aux archives de Paris, par exemple, pour tout ce qui concerne la famille maternelle de Proust. Ce sont des consultations que je n'ai pu faire que bien après, quand les archives ont rouvert. Et qui donc n'étaient pas dans le feuilleton. Mais qui n'étaient pas dans le feuilleton. Oui, alors il y a beaucoup de différences entre... Oui. On y reviendra. Une fois que le livre a été prêt, j'ai fait disparaître le feuilleton du site du Collège de France. Certains me l'ont réclamé, mais voilà, c'était une manière nouvelle de travailler. Avec Internet, on peut essayer. Et je dois dire que la formule du feuilleton était très stimulante, parce que tout de suite, il y a eu des réactions. Et des réactions intéressantes qui m'ont conduit à modifier. Notamment le titre. Alors le titre, oui, parce que le feuilleton, je l'avais intitulé « Proust sioniste ». Oui. Et ce qui a fait réagir. Ce qui a fait réagir, puisque l'un des axes de la lecture, c'était la manière dont le milieu sioniste des années 20, mais on va certainement y venir, bien sûr, avait lu Proust. C'est l'un des fils qui est suivi dans le livre, mais évidemment entre le sionisme des années 20 et ce qu'on appelle le sionisme aujourd'hui, il y a de grandes différences. Et mon titre proustioniste a pu, oui, provoquer, choquer un certain nombre de lecteurs. Moi, j'entendais le sionisme au sens du sionisme laïque et universaliste des années 20, et beaucoup moins au sens d'un sionisme nationaliste ou religieux auquel le sionisme est souvent identifié aujourd'hui. Donc il y avait une ambiguïté dont il fallait se séparer, et c'est pourquoi, avec Pierre Nora, qui est donc mon éditeur chez Gallimard, nous avons choisi ce titre, Proust du côté juif. Et puis alors en même temps, il faut que je rappelle que je préparais une exposition qui a eu lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, intitulée Proust du côté de la mère de Proust, Madame Proust, née Jeanne Weil. Alors c'est une coïncidence, parce que Paul Salmona est venu me voir juste à la sortie du confinement, sans avoir lu ce feuilleton. Et il est venu me voir en disant, ne pourrait-on pas faire une exposition au hommage, au Musée d'art et d'histoire des journalistes, pour le centenaire de la mort de Proust en 23. Il est venu me voir sans savoir que j'avais fait publier ce feuilleton. Et il m'a dit, il y a eu une exposition sur Freud, que peut-être certains d'entre vous ont vu, hommage, qui avait été faite par Jean Clair. Est-ce que vous ne voudriez pas, me dit Paul Salmona, réfléchir à une exposition sur Proust pour l'hommage? Et je lui dis, mais c'est curieux que vous me demandiez ça, parce que je viens de publier pendant 11 semaines, c'était en juin 2020, ce feuilleton pour Proust du côté juif. Il m'a dit, ah oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas parler de Proust du côté juif. Je lui ai dit, ben oui, mais tout de même, c'est un sujet important. Il voulait éviter ce sujet-là, et je l'ai ramené vers ce sujet, Proust du côté de la mer. Et l'exposition a été faite avec Isabelle Kahn, qui est une conservatrice du musée d'Orsay. Donc nous avons travaillé ensemble
pour l'exposition, et tout ça a convergé, puisqu'un certain nombre des documents que j'avais trouvés pour le livre ont été montrés à l'exposition du MAGE, et il y a eu, je dirais, une bonne synthèse entre ces deux entreprises. Alors, on sort de l'année Proust, hein, c'est pour ça que je suis très fatigué. Cette semaine, c'est la fin de l'année officielle, la fin officielle de l'année Proust. Proust est mort en novembre 1922, donc ça a été une année très proustienne. J'ai fait non seulement l'exposition du MAGE et ce livre, mais l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, qui se termine dimanche prochain, le 22, donc si vous voulez la voir, mais plus c'est le beaucoup de dernier jours. moment. Et je fais un colloque au Collège de France, jeudi et vendredi, le 19 et le 20, pour clore l'année. Donc à partir de dimanche, je serai libéré de l'année Proust, qui a été excitante mais très fatigante. Je vais vous y replonger encore au moins pendant 40 minutes. Vous l'avez dit, hein, pour ce feuilleton, vous avez repris des recherches que vous avez commencées il y a fort longtemps. Au début du livre, vous les situez en 2007, mais ça remonte à bien au-delà de ça, puisqu'il y a des références à 1997 aussi. Mais en 2017, lors d'une communication lors d'un colloque à Tel Aviv, colloque sur les intellectuels français et Israël, vous faites une communication consacrée à Israël avant Israël. Et évidemment, forcément, on retombe dans ces années 20 et dans le sionisme. Voilà, alors à ce moment-là, je m'étais intéressé, bon, d'ailleurs ça nous ramène, je m'étais intéressé à la manière dont, c'était pas sur Proust, hein, mais c'était sur la manière dont la vie intellectuelle française avait été concernée par le sionisme des années 20. C'est pourquoi je m'étais intéressé au sionisme des années 20, avant de voir au fond le lien exact avec Proust. Par contre, ce qu'on découvre en vous lisant, c'est que les jeunes sionistes des années 20, à partir de 22 et en particulier en 25, vont littéralement s'emparer de Proust. C'est ça, c'est ça. Alors le point de départ de ce livre, c'est la question de la relation de Proust et du judaïsme. Et bien sûr, quand je dis Proust, c'est pour résumer la recherche du temps perdu, hein, le roman de Proust et le judaïsme. Le point de départ, c'est celui-là, parce qu'il m'a toujours semblé, alors là c'est un vieux sentiment, qu'on commettait aujourd'hui un anachronisme et qu'il y avait un certain malentendu dans la lecture de Proust, notamment chez tous les critiques, c'est souvent venu des États-Unis, de la critique américaine, qui voient dans la recherche du temps perdu et dans la manière dont les personnages juifs sont représentés, bon, il y en a pour l'essentiel 3, Swann, Bloch et Rachel. Certains critiques voient dans la manière dont ces personnages sont représentés des indices de honte ou de haine de soi de la part de Proust, voire d'antisémitisme dans la description de ces personnages. Et moi, j'avais toujours pensé que c'était une erreur, un malentendu, un anachronisme. Et donc, c'était la raison pour laquelle il était intéressant d'observer comment Proust avait été lu par la communauté juive française. C'est-à-dire avant les années 30, parce avant que les années 30. Le virage se fait dans les années 30. Le virage se fait dans la seconde moitié des années 30, et on pourra y venir. Mais dans les années 20, des sionistes comme André Speer, Albert Cohen, Georges Kataoui, tous ceux qui écrivent dans la revue juive en 1925, sont enthousiastes de Proust, sont intensément proustiens. Bon, on est à Genève, donc on peut parler d'Albert Cohen, on en parlera bien sûr, qui a lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs en Égypte, hein, à Alexandrie, et qu'il a acheté dans une librairie à Alexandrie après le prix Goncourt, et qui est devenu enthousiaste, qui a fait un cours à l'université de Genève, un cours d'été en 1923 sur Proust, et tous ces jeunes juifs sont devenus proustiens, n'avaient aucune réticence, c'est ça qui est important de souligner, n'avaient aucune réserve relative à la manière dont Proust parlait
de ces personnages juifs. Cette réserve est venue beaucoup plus tard. Alors, on va essayer de passer en revue ces années 20 et arriver jusqu'au milieu des années 30 pour voir à quel moment le virage se fait. Mais dans vos recherches, il faut remonter à 1997. Et à ce moment-là, vous vous intéressez à une image, celle de la barbe assyrienne comme possible image de la judéité dans la culture de la fin du 19e siècle et dans le roman de Proust. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais fait un article sur la barbe assyrienne. La barbe assyrienne, c'est une manière de parler. Il y a des euphémismes pour parler des Juifs dans la France de la fin du 19e siècle. Et la barbe assyrienne est l'un de ces euphémismes dont on trouve trace, en effet, dans la recherche du temps perdu. Je m'étais intéressé à un personnage qui... C'est curieux parce que j'ai refait cet automne à Columbia un séminaire sur l'affaire Dreyfus. Donc je n'étais plus trop intéressé à l'affaire Dreyfus depuis assez longtemps. J'ai refait un séminaire, donc je suis retombé sur ce personnage intéressant qui est Anatole Leroy-Beaulieu. Anatole Leroy-Beaulieu, qui est l'un des professeurs que Proust a eu à Sciences Po, donc dans les années 1890, juste avant l'affaire Dreyfus, et Leroy-Beaulieu est justement l'un des pourfendeurs de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Et Leroy-Beaulieu, bon, c'est un penseur libéral, c'est un professeur donc à Sciences Po qui représente bien j'ai envie de dire, ce conservatisme qui est un peu celui de Proust et de sa famille, une sorte de libéralisme. Je disais, oui, la famille de Proust et le grand-père de Proust, l'arrière-grand-père de Proust, c'est une famille orléaniste. On connaît le grand livre de René Raymond sur les droites en France. La tradition proustienne, c'est la tradition de l'orléanisme. C'est le heureux comme Dieu en France, sous la monarchie de Juillet, et c'est comme ça que le milieu de la famille de Proust se représente. Donc on déteste les trois objets de haine de Leroy-Beaulieu, qui a écrit un livre, on retrouve toutes les positions de Proust. Les trois haines du moment, c'est l'antisémitisme, l'anti-protestantisme et l'anticléricalisme. Donc les trois haines, et on retrouve la position de Proust. C'est encore une des ambiguïtés de Proust. Proust, je ne sais pas si on en parlera, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, 1903-1905, sous le ministère Combes, Proust est l'auteur, en 1904, d'un article sur les églises assassinées. Alors on dit souvent, mais Proust était, comment dire, du côté du cléricalisme. Non, il était hostile à l'anticléricalisme, comme il était hostile à toutes les haines. Et voilà pourquoi je m'étais intéressé à l'époque à Leroy-Beaulieu, parce que je crois que c'était en effet à propos de la barbe assyrienne qui était celle de ce personnage. La barbe assyrienne, c'est celle de Courbet sur le grand tableau de l'atelier du poète, allégorie de la vie réelle. J'ai eu le sentiment en vous lisant, Antoine Compagnon, que la question de la judéité de Proust apparaissait tout de suite après sa mort, que finalement de son vivant, ce n'était pas une question qu'on a tant abordée que ça, même si ça a été le cas une ou deux fois, mais à partir de sa mort, et très vite après sa mort, ça devient un sujet. Voilà. Alors, il est évident que ça faisait partie des choses qu'on n'écrivait pas avant la mort de Proust, mais auxquelles on pensait. On passait par Montaigne. On pensait par Montaigne. Mais dès la mort de Proust, donc en novembre 22, le 18 novembre 22, la nécrologie de Georges Kataoui, dont le fond est à la bibliothèque de Genève. Les archives de Georges Kataoui sont à la bibliothèque de Genève. Le fond de Georges Kataoui, qui était donc un juif égyptien, c'est avec lui qu'Albert Cohen avait lu Proust à Alexandrie,
Georges Kataoui, qui est jeune, qui est un jeune poète, écrit une nécrologie de Proust qui est publiée, bon, on arrive au sionisme, qui est publiée dans la revue Ménora, qui est une revue toute récente qui a commencé à l'été 22 à Paris. C'est une revue qui est financée par Weizmann, par l'association sioniste, et qui, et c'est là mon premier indice, première nécrologie de Proust dans une revue sioniste par Georges Kataoui, qui revendique Proust comme juif. Et ensuite, second article, c'est l'article d'André Spire. André Spire est un sioniste depuis 1904, donc depuis très longtemps à ce moment-là. Et André Spire publie une nécrologie de Proust dans la Jewish Chronicle, qui est l'hebdomadaire anglais, hebdomadaire sioniste, dans lequel la déclaration Balfour a été publiée. Donc ça nous présente, ça nous situe vraiment les racines. Et cet article est donc publié en anglais dans le Jewish Chronicle en mai 1923. Et l'article de Kataoui et l'article de Spire ont été publiés et ont été rédigés dans la semaine qui a suivi la mort de Proust. J'ai trouvé, et j'en donne une illustration, le manuscrit de l'article de Spire, qui est chez sa fille, qu'il a cherché pour moi dans les archives de son père, et le manuscrit est daté des premiers jours de décembre 22. Donc c'est des articles écrits la semaine qui suit la mort de Proust, qui revendiquent Proust comme juif. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'article de Spire a été ensuite distribué dans le monde entier par la Jewish Agency, et donc il est publié dans tous les hebdomadaires de la diaspora juive aux États-Unis. Chaque ville a son hebdomadaire, Pittsburgh, Denver, Chicago, Philadelphie, et l'article est intitulé en anglais Proust and his Jewish traits, les caractères juifs de l'œuvre de Proust. Donc tout ça est diffusé dans le monde entier grâce à Kataoui et Spire dès la mort de Proust. Alors oui, vous le rappeliez, avant la mort de Proust, c'est l'hypothèse que je fais, cette comparaison qui était fréquente avec Montaigne, c'était une sorte d'euphémisme, puisque Montaigne est censé avoir eu, lui aussi, une mère juive, Antoinette de Loup, et être donc, comme dit Spire, également demi-juif comme Proust. Alors c'est pas totalement certain que la mère de Montaigne était juive. L'hypothèse, c'est que cette Antoinette de Loup, c'était des Lopez qui étaient venus d'Espagne, que c'était donc une marane. En tout cas, c'est un lieu commun à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et donc la comparaison entre Proust et Montaigne, qu'on trouve très fréquemment avant la mort de Proust, et avec ce tiers entre Proust et Montaigne qui est Bergson. Ce sont tous des penseurs du relativisme, du mobilisme, du scepticisme, et on a cette configuration, cette triade Montaigne, Bergson, Proust. Donc ça s'est fait avant la mort de Proust, mais dès le lendemain de la mort de Proust, c'est traduit dans les faits par le judaïsme de Proust. Et Kataoui, dans sa nécrologie de décembre 22 dans Ménora, revendique la paternité de la comparaison explicite entre Montaigne et Proust comme demi-juifs. Ensuite, c'est repris par Spire et repris par beaucoup d'autres. Et puis il y a un peu une dispute parce que le grand critique qui nous ramène encore à Genève, Albert Thibaudet, professeur à l'Université de Genève, écrit en janvier 23, il y a juste 100 ans, dans le numéro d'hommage de la NRF à la mort de Proust, un article qui s'appelle Proust et la tradition classique, si mes souvenirs sont bons, mais peut-être que je me trompe,
dans lequel il insiste sur le fait que Proust est demi-juif comme Montaigne et qu'il y a donc ces traits de la judéité dans la recherche comme dans les essais de Proust. Donc il y a un peu une dispute entre Kataoui et Thibaudet pour décider, mais en fait ils se connaissaient, donc c'est une conversation, pour décider qui le premier a dit qu'on pouvait analyser ces deux œuvres à travers cette demi-judéité. Alors c'est une thèse célèbre. Ensuite Spire publiera ce livre qui s'appelle « Quelques juifs et demi-juifs », dans lequel se retrouve le chapitre sur Proust, qui est la version française de son article de Jewish Chronicle. Alors il faut qu'on reste un instant sur André Spire, parce que finalement c'est lui le premier à publier une étude abordant de front la judéité de Proust. Et puis c'est lui qui révèle cet extrait de correspondance, hein, ce que vous appelez l'ultima verba, oui, qui dit ceci: il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Et évidemment, cette ultima verba va donner naissance à toutes sortes d'interprétations, de commentaires. Alors voilà, c'est cette phrase qui est le point de départ de mon livre. Exactement. Et de cette recherche. Parce que cette phrase, elle est très importante. Elle est citée dans toutes les biographies de Proust et dans beaucoup de livres sur Proust, mais personne ne savait, jusqu'à maintenant on le sait parfaitement, d'où elle venait. On l'a citée sans connaître la source de cette phrase. Or, elle est très importante, puisqu'il n'y a pas 36 déclarations de Proust sur sa relation à la judéité. En fait, il y en a deux. Il y a celle-là, puis donnez-moi mon livre, puis celle que j'ai mise sur la couverture du livre. Cher monsieur, si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs, c'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique, comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Donc c'est les deux déclarations les plus circonstanciées que nous avons sur le rapport de Proust à la judéité. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre ma mère est juive. Alors ça, Proust l'a écrit à Robert de Montesquieu, qui, la veille, dans la conversation, avait vraisemblablement tenu des propos antisémites. Proust l'a laissé faire, mais le lendemain, il lui écrit « Ne recommencez pas à tenir des propos antisémites devant moi ». C'est une phrase très forte. Hein. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Alors, par contre, ma mère est juive, à la fois pour les juifs et pour les antisémites. La conclusion est la même. Hein. Je suis juif. Et c'est ça que ça veut dire. Et puis alors j'aime bien, quand je commence cette phrase, insister sur le « par contre ». Par contre, moi, à l'école primaire, on m'a appris qu'on ne disait pas « par contre » en français, hein, qu'on disait « en revanche ». Donc si j'écris « par contre », c'est vraiment un coup de poing. Donc c'est vraiment quelque chose de très délibéré d'écrire « par contre, ma mère est juive ». Proust n'écrit pas « en revanche, ma mère est juive », ce qui serait... Oui. Ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas la même signification. Par contre, ma mère est juive, c'est vraiment un coup de poing. Et la phrase, donc, sur la pierre déposée sur la tombe que, pendant le confinement, je n'avais pas le droit d'aller voir, puisqu'elle est au Père-Lachaise, et que j'habite dans le 8e. À l'époque, on avait le droit de sortir 1 heure par jour pour faire 1 kilomètre, oui. Mais le Père-Lachaise est à beaucoup plus d'1 kilomètre de chez moi, donc je ne sais pas si j'avais été arrêté, que j'avais expliqué que c'était pour aller voir la tombe de Proust. D'ailleurs, le Père-Lachaise devait être fermé, j'imagine. Peut-être qu'on vous aurait pardonné, l'incartade si c'était pour Marcel. Je ne sais pas. En tout cas, cette phrase est aussi interprétée de manière très différente. Hein. Il y a certains qui disent, vous voyez, son grand-père ne comprenait pas, n'avait jamais compris pourquoi on posait cette pierre. Ça nous prouve que la famille maternelle de Proust était très éloignée du judaïsme. Moi, je dis au contraire, les rites, on n'a pas à les expliquer, on n'a pas à chercher à les expliquer, on les suit, et c'est précisément ce qui fait les rites. Et le grand-père
Il suivait le rite, mais il n'avait jamais compris, et on ne cherche pas à comprendre. Et quand on cherche à comprendre, on s'aperçoit qu'il y a plein d'interprétations contradictoires de ce rite, et qu'en vérité, la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils le font, et c'est très bien comme ça, puisque c'est ce qui définit un rite. Donc je pensais que cette phrase, au contraire, elle montrait que Proust était allé avec son grand-père de manière répétée sur la tombe de l'aïeul, déposer un caillou, et qu'il connaissait bien ces rites. Ce qui m'a mené à une recherche sur l'aïeul, sur la tombe de qui on allait poser ce caillou, et là aussi il y avait beaucoup de choses à découvrir sur lui, c'est-à-dire sur l'arrière-grand-père de Proust, Baruch Weil, le grand-père, Mathé Weil, l'arrière-grand-père, Baruch Weil, qui est un homme très impressionnant, et qui est vraiment un des piliers de la communauté juive ashkénaze parisienne du XIXe siècle, qui nous montre aussi ce que c'était que cette famille, qui a tout un aspect. Hommage à l'exposition, la première salle, il y avait cet immense arbre généalogique de Baruch Weil, puisque Baruch Weil a eu 13 enfants, et donc de 2 femmes successives, et donc a beaucoup suivi les préceptes de la Genèse, et a fait une très grande dynastie dans le judaïsme parisien. Comme nous sommes à Genève, on ne peut pas passer à côté d'Albert Cohen, évidemment, dont vous avez parlé tout à l'heure, directeur de la Revue Juive. Proust est convoqué dans les 6 livraisons de la revue entre janvier et novembre 1925, et on pourrait placer ça dans le contexte, moi, qui m'a beaucoup frappé en vous lisant. C'est cet antagonisme entre 22 et début des années 30, entre sionisme et assimilation. Oui, alors, les jeunes sionistes... Il fallait vraiment choisir son camp. Les jeunes sionistes des années 20, c'est-à-dire Speer, Kataoui, Cohen et quelques autres, pourquoi s'intéressent-ils tant à Proust? Ils s'intéressent tant à Proust parce qu'ils trouvent que c'est ça fait partie de ce qu'on a appelé le renouveau ou la renaissance juive des années 20, et donc tout un mouvement littéraire, esthétique, dans lequel il récupère Proust, puisque bien entendu Proust n'était pas lui-même sioniste. C'est pour ça que je ne pouvais pas vraiment garder ce titre. Proust n'était pas lui-même sioniste, mais eux le récupèrent au fond comme une critique de l'assimilation. Ils s'intéressent à ces personnages juifs, Swann et Bloch, et Rachel, mais toute la famille de Bloch, Nissim Bernard, les sœurs, le père, parce qu'ils y voient, à la fois dans la trajectoire de Swann, qui au début de la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, est parfaitement assimilé, il est l'incarnation du chic parisien, puis à la fin de sa vie, dans Sodome et Gomorrhe, à la fois à la suite de l'affaire Dreyfus et de sa maladie, il retrouve, alors c'est la phrase que j'ai mise en épigraphe du livre, Swann appartenait, c'est la phrase que tout le monde cite, Swann appartenait à cette forte race juive, à l'énergie vitale, à la résistance à la mort, de qui les individus eux-mêmes semblent participer. Donc Swann, dans Sodome et Gomorrhe, revient à sa judéité après en avoir été complètement éloigné. Bloch suit une trajectoire symétrique, qui forme une sorte de chiasse, puisqu'au début, dans Combray, il est un petit juif caricatural, pas du tout assimilé, pas du tout intégré, puis dans le bal de tête, à la fin du temps retrouvé, il incarne le parfait chic anglais, il s'appelle Jacques Durosier, mais on sait qu'il suivra la même trajectoire que Swann, puisque Swann l'a suivi, et on sait, ayant assisté à la trajectoire de Swann, que Bloch reviendra à cette judéité. Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. Donc, Speer et les autres voient dans la recherche du temps perdu une critique de l'assimilation.
Speer, bon, il y a cette phrase de Speer qui est très dure, qui est citée dans l'univers israélite pour se moquer de lui. Il s'en prend aux Juifs, aux Israélites, comme on dit plutôt en France à ce moment-là, qui cherchent à faire leur trou dans la bourgeoisie française et qui veulent surtout ne pas se faire remarquer, comme ce qui est advenu au moment de l'affaire Dreyfus. Au moment de l'affaire Dreyfus, de 94 à 98, la communauté juive, c'est Léon Blum qui le rappelle, la communauté juive s'est écrasée. N'a pas protesté parce que, surtout, il ne faut pas se faire remarquer. C'est seulement à partir de 98 que la communauté juive s'est un peu réveillée. Donc cette idée de se faire un trou dans la bourgeoisie française, être le plus discret possible, eh bien, c'est ça que Speer attaque, et ces jeunes sionistes, et ils voient en Proust un parfait allié dans cette critique de l'assimilation. Et c'est ça qu'il faut que nous rappelions aujourd'hui à ceux qui, dans des années plus tardives, ont vu dans ces portraits, je dirais, mal interprété la description de ces personnages, en y voyant plutôt de la honte ou de l'antisémitisme. Mais ce n'est pas du tout le cas dans les années 20. Dans les années 20, on va y venir, parce que... dans les années 20, c'est la bourgeoisie juive assimilée qui en veut à Proust parce qu'il les fait remarquer. Et que l'idée, c'est justement d'être le plus discret possible. On va finir par arriver à Siegfried von Prague. Mais vous voyez, c'est pourquoi il est question de la revue juive de 1925, qui est elle aussi financée par Weizmann pendant un an. Alors pourquoi il arrête au bout d'un an? Sans doute parce qu'il trouve que c'est pas assez efficace, pas assez rentable, mais l'idée c'était d'avoir une belle revue qui touche la société française, la société cultivée française. Bon, au bout d'un an, il arrête de la financer, la revue s'arrête. Mais la revue est évidemment très proustienne pendant un an. Je vous disais qu'on allait arriver à Siegfried von Prague, parce qu'il faudra bien y arriver au milieu des années 30, mais j'aimerais qu'on passe par Denis Seurat, qui va introduire une nouvelle dimension dans le débat sur la judéité de Proust. À cause de lui, tous les participants à ce débat vont devoir prendre parti sur pour ou contre la thèse de son style de rabbin. Et personne n'y échappera. André Speer, Kataoui, Grousse, Crémieux, tout le monde devra se prononcer. Alors voilà, encore un point très litigieux. Denis Seurat, donc, qui est un angliciste en fait, et publie un article en 1925, puisqu'il en est question dans la revue juive, il y a un compte-rendu de cet article dans la revue juive, où il parle, et il est le premier, du style de rabbin de Proust. Alors c'est très intéressant parce que c'est pour commenter un livre de, j'oublie tous les noms, Pierre Quin, premier livre sur Proust complet, de Léon Pierre Quin, juif lui aussi, mais il fait partie de ces juifs qui, au contraire, dénient toute influence juive sur Proust. Oui, la discrétion. Léon Pierre Quin dénie tout trait juif dans l'œuvre de Proust. Et donc, il parle du style de Proust. Dans son livre, il a un chapitre sur le style de Proust, mais il rattache ce style de Proust, ce qui sera fait très souvent par la suite, à Saint-Simon ou à Sévigné, au style familier de la langue classique. Seurat, lisant cet article, dit « Non, c'est pas ça, c'est le style des rabbins », avec ses éternels commentaires, ses rechutes. Ça deviendra un lieu commun. Ça deviendra un lieu commun antisémite. Par exemple, lorsqu'il sera employé par Céline dans ses pamphlets. Ah oui, c'est d'une violence. D'une violence extrême. Mais pour les jeunes juifs des années 20, c'est repris dans la revue juive. La revue juive cite l'article de Seurat sans commentaire
sans commentaire, sans le moindre commentaire, longue citation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve, qu'ils approuvent cette interprétation du style de Proust comme un style de rabbin. Et Spire lui-même. Et alors vous voyez, rapprochement du style de Montaigne dans les essais, demi-juif, ces commentaires de Montaigne qui ne cessent d'ajouter des marginalia à l'exemplaire de Bordeaux, les phrases de Proust, on ne connaît pas encore les manuscrits, mais maintenant qu'on peut aller voir les manuscrits dans les différentes expositions, ce lieu commun du style de rabbin de Proust, on n'en a pas fini avec lui. À l'exposition du Mage, on a montré des manuscrits de Proust avec ce puzzle d'ajouts et de commentaires, et à côté un Talmud. Alors moi je suis très méfiant à l'égard de cette comparaison, je la trouve très dangereuse. C'est beau de montrer le manuscrit de Proust et de montrer à côté un Talmud, mais l'image est dans le livre. J'ai mis l'image dans le livre, mais vous montreriez un manuscrit d'un commentaire chrétien médiéval, ça ferait le même effet. Ça ferait exactement le même effet. Donc ne nous laissons pas trop prendre à cette image. Et Seurat allait même plus loin, puisqu'il faisait, à partir de cette analyse, cette interprétation d'un style de rabbin chez Proust, il évoquait la Kabbale. Et vous voyez un Proust lié à la Kabbale. Alors, la Kabbale, où Proust aurait, par exemple, trouvé son interprétation de l'inversion dans l'androgyne primitif. Alors, là aussi, il y a toute une filière d'interprétation de Proust qui va jusqu'à aujourd'hui, avec un Proust marqué par la Kabbale. Or, nous n'avons pas le moindre début d'évidence, de documentation pour établir le moindre rapport entre Proust et la Kabbale juive. Vous pensez à Mimouni, là? Je pense à des interprétations délirantes, délirantes de Proust. Mais Patrick Mimouni a publié un livre assez récent oui, qui va dans ce sens-là. Et il m'attaque dans un blog parce que je refuse. Mais tant qu'on ne me montre pas... alors il dit Proust a possédé une Kabbale en latin. Formidable. Mais nous n'avons jamais vu ce livre. Et nous n'en avons aucune preuve. Non, il n'y a pas de rapport entre Proust et la Kabbale, et il n'y a pas besoin de faire l'hypothèse de la Kabbale pour l'androgyne primitif, qui se trouve aussi chez Platon, dans le Banquet, pour évoquer la doctrine proustienne de l'inversion sexuelle. Et vous voyez qu'il y a là, dans les années 20, un certain nombre de références qui sont positives pour ces jeunes sionistes, reprises par eux. Ah, c'est très bien, il y a un rapport entre Proust et les rabbins, Proust et la Kabbale, puis qui dans les années 30 vont alimenter, en effet, l'antisémitisme d'un Céline ou d'autres. Et alors Seurat, il faut parler de lui parce que c'était un type un peu fou, quoi. Il avait, bon là aussi, je le montre, il avait fait une thèse sur Milton, avant de s'intéresser à Proust, et il avait démontré l'influence de la Kabbale chez Milton. Et puis il a écrit un livre sur Blake, et il a démontré l'influence de la Kabbale chez Blake. Et puis il a démontré l'influence de la Kabbale chez Victor Hugo, et puis chez Rimbaud, et puis chez Baudelaire. Donc, toute la littérature universelle peut être lue à partir de la Kabbale, et il me semble que ça suffit à discréditer la thèse de l'influence de la Kabbale chez Proust. On arrive à cette seconde moitié des années 30, et il faut parler de Siegfried von Prague, qui va changer sensiblement la perspective. Il est l'un des premiers à stigmatiser le traitement des personnages juifs dans À la recherche du temps perdu, ce qui va d'ailleurs inspirer Hannah Arendt pour les origines du totalitarisme, c'est pas rien. Voilà. Alors Siegfried von Prague publie 3 articles
Quand on met les trois ensemble, ça fait un bon paquet. Une étude sérieuse, ça nous ramène à Genève, puisque c'est dans la Revue juive de Genève. Il n'y a plus de revue juive littéraire en France à cette date, et tout le monde écrit dans la Revue juive de Genève. Crémieux, Benjamin Crémieux, André Spire, tous écrivent dans la Revue juive de Genève. Et Siegfried von Pape, qui est un juif d'Amsterdam. Et donc il y a un tout autre angle de lecture que les Israélites français, comme on dit, dans sa angle de lecture de la recherche du temps perdu. Et il est le premier qui, dans ces trois articles, alors on est en 1937, donc les temps ont changé. D'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a plus de sionisme français, c'est fini à cette époque-là. Et il est donc le premier à, dans cette étude, souligner que, en tout cas, un usage antisémite peut être fait de la recherche du temps perdu, même si ce n'est pas un antisémitisme de Proust ou une haine de soi, un usage néfaste peut être fait. Alors c'est très intéressant parce que après le premier article de Van Praag, et publié à la suite du second, dans la Revue juive de Genève, il y a une lettre de protestation de Robert Dreyfus, ami de Proust du lycée Condorcet, qui dit « Vous commettez un anachronisme. On n'était pas du tout comme ça dans les salons Dreyfusards de l'affaire Dreyfus, de Geneviève Strauss, chez Geneviève Strauss, et il dénonce dès 1937 cet anachronisme de la lecture de Proust en disant « ça ne nous a pas du tout empêché d'être Dreyfusards dès que nous avons su, c'est-à-dire à l'automne 1897, quand l'affaire a explosé, ça ne nous a pas du tout empêché. » Et il tente de corriger cette interprétation, mais c'est en vain. C'est en vain. Et cette interprétation, vous l'avez rappelé, c'est la source principale d'Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, livre évidemment majeur, livre très important, et c'est un livre qui, d'une certaine façon, entérine la culpabilité des Israélites français dans la montée de l'antisémitisme, dans l'aveuglement des Israélites français au moment de l'affaire Dreyfus, les rend en quelque sorte coupables de la montée de l'antisémitisme des années 30. Thèse très importante. Après tout, c'est aussi celle, d'une certaine manière, de Zev Sternel. Zev Sternel, que j'ai bien connu, qui est un ami, un grand ami, mais dont la thèse radicale voit aussi les origines du fascisme dans l'affaire Dreyfus, en position de Marès dans ces années-là. Donc le livre d'Hannah Arendt a largement entériné cette vision, et tout son chapitre est fondé sur une lecture de la recherche du temps perdu, des personnages de Bloch et de Swann. Donc on n'en a pas vraiment fini, je dirais, de cette incrimination de Proust, de cette responsabilité de Proust, et alors pour Hannah Arendt, de ce milieu des Israélites français inconscients de la montée de l'antisémitisme moderne. Avant de donner la parole à la salle, Antoine Compagnon, je vais me permettre une dernière question, peut-être un peu plus personnelle, et qui a trait à l'anachronisme. Parce que je me suis demandé en vous lisant, et je trouve qu'un des grands mérites de votre livre, qui n'en manque pas, c'est justement de lutter contre ces anachronismes. Je me suis demandé ce que penserait Proust des analyses qu'on fait de son œuvre aujourd'hui. Et ma question qui vous est destinée, c'est comment est-ce qu'on fait
pour lutter contre ces anachronismes, sachant que Proust est mort en 1922 et que l'histoire du peuple juif a subi quelques secousses depuis. Comment est-ce qu'on arrive à faire abstraction de ce qui s'est passé après? On ne peut certainement pas le faire, complètement. Quand on lit un livre, on commet forcément des malentendus. Hein. Certains prétendent qu'on ne comprend jamais rien de l'autre. C'est la thèse... Il y a une théorie des 4 oreilles aussi qui explique assez bien pourquoi on n'entend pas toujours ce qu'on nous dit. Voilà, donc c'est la thèse de la déconstruction. Ouais. On ne fait que mésinterpréter. Mais le but de la recherche, c'est tout de même, c'est l'idée du cercle herméneutique. On tourne en rond, et peu à peu, on comprend certainement pas tout à fait, mais on comprend peut-être un peu mieux. Donc, je crois que c'est pourquoi il importe d'apporter de la documentation qui permet de revoir les interprétations. Alors, je vous rassure, avec Proust du côté juif, on comprend beaucoup mieux. Le but pendant toutes mes années d'enseignement et de recherche a été justement d'essayer de limiter l'incompréhension, la mécompréhension, qu'on en sorte plus éclairé. La parole est à vous, mesdames, messieurs. Donc, comme personne ne veut jamais poser la première question, on prend la deuxième, elle est pour madame. Voilà, on vous écoute. Bonjour, je vous remercie infiniment d'être venu aujourd'hui pour nous faire cette conférence, c'était très enrichissant et passionnant. J'ai encore plein de questions sur le rapport de Proust à sa judéité. Si j'ai bien compris, donc lui se considérait comme chrétien, par référence envers son père, son frère, et vous avez même dit, je crois, dans une conférence que même sa mort était chrétienne finalement, de par les clichés qui ont été effectués. Je me suis demandé si à un moment donné, il avait douté lui-même et qu'il se sentait comme incapable de se défaire de sa propre condition juive, ou il n'a jamais douté de son appartenance à la chrétienté finalement. Alors, Proust, comme il le dit, il a été baptisé. Hein. Il faut insister sur le fait que donc il est le produit d'un mariage mixte, mais que sa mère n'est pas convertie, hein, ce qui était une pratique assez courante à ces générations. Donc, quand sa mère est morte en 1905, le consistoire a envoyé un rabbin. Hein. Donc, en revanche, quand Proust est mort en 1922, il y a eu une cérémonie catholique à l'église Saint-Honoré-des-Laux. Il y a tout un débat pour savoir si sur son lit de mort il y avait un crucifix ou non reposé, parce qu'il y a une sorte d'ombre de crucifix sur l'un des dessins. Ou non, je crois que c'est François Mauriac qui dit qu'il a vu un crucifix, quelque chose comme ça. Bon. Nous avons une photographie de Man Ray, de Proust sur son dessin de mort, un dessin de Proust sur son dessin de mort, parlez-le. Nous les avons montrés à la BNF, j'ai refusé de les montrer au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et ce qui est intéressant, c'est que Man Ray, qui a pris la photo de Proust sur son lit de mort, venait d'une communauté juive très orthodoxe. Proust, Proust catholique. Alors certains m'ont dit, Proust du côté juif, vous tirez trop Proust du côté juif. Ça m'est un reproche que j'ai entendu. Non, j'admets tout à fait bien que la culture chrétienne et catholique romaine est beaucoup plus importante dans le roman de Proust. Quand on lit Combray, tout Combray est autour de Saint-Hilaire, autour de l'Église, le mois de Marie, combien de lecteurs de Proust ont confondu la Madeleine et l'Eucharistie. Une des premières lectrices de Proust lui écrit
c'est Jeanne Pouquet, amie de Proust, qui lui écrit en ayant lu du côté de chez Swann, comme vous, ma première communion a été une désillusion. Et Proust lui écrit très poliment, j'ai été très occupé, je suis très malade, mais je crois bien que dans mon livre, il n'y a pas de première communion. Mais ça nous prouve que les premiers lecteurs ont lu une première communion dans Combray, alors qu'il n'y en a pas. Donc il est évident que le rite catholicisme est pesant dans la recherche du temps perdu. Maintenant, j'ai essayé un peu de répondre à la question de l'anticléricalisme. Proust écrit en 1904 un article sur les églises assassinées. Certains disent aujourd'hui, vous voyez, il était clérical. C'est par exemple mon ami Pierre Birnbaum qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'adieu au monde juif, quelque chose comme ça, Proust ou l'adieu au monde juif, où il soutient qu'il y avait un Proust anti-républicain, ce que je ne crois pas, et un Proust clérical, ce que je ne crois pas non plus. Pierre Birnbaum était un très très vieil ami. Je l'ai connu chez Sternel il y a 35 ans. Mais nous ne sommes pas... Je pense qu'il a tort lorsqu'il dit cela. Proust catholique, j'y crois pas beaucoup. En revanche, je pense qu'il y a chez Proust, en tant qu'écrivain, en tant que créateur, la nécessité de faire ce que j'appellerais une suspension volontaire de l'incrédulité en ce qui concerne l'immortalité. Pour créer, il faut momentanément renoncer à ne pas croire en la vie éternelle. Mais c'est ce que Proust dit dans le passage de la prisonnière sur la mort de Bergotte. Mort à jamais, il est devant la vue de Ledge, de Vermeer, au jeu de paume, il tombe dans un canapé circulaire, mort à jamais, qui peut le dire? Demande le narrateur de la recherche du temps perdu. Et j'y vois la nécessité de cette suspension provisoire de l'incrédulité pour se tuer en écrivant la recherche du temps perdu. La prochaine question est pour madame. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez dit au cours de votre conférence à plusieurs reprises que Proust avait des traits juifs. Et moi, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un trait juif. Parce que, bon, c'est une question théorique, mais c'est aussi une question très personnelle. Parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un trait juif, en fait? Alors, entre la discrétion, la volonté de célébrer son identité, et puis la volonté d'être discret, je pense qu'on est tous un peu concernés, peut-être. Mais c'est quoi un trait juif? Alors, en fait, si je vous ai bien lu, Antoine Compagnon... J'ai jamais dit ça. Non. Vous dites que on considère que Proust faisait des portraits juifs différents, un peu à l'instar de Joyce, d'ailleurs, dont vous parlez aussi dans le livre. Voilà, il donnait des portraits de personnages juifs différents de ce que la littérature proposait jusque-là. Non, j'ai pas dit que Proust avait des traits juifs. J'ai dit que l'article d'André Speer est répandu dans le monde entier en anglais sous le titre Proust and His Jewish Traits. Donc c'est la traduction. C'est comme ça que l'article de Jewish Chronicle est répandu dans la diaspora. Donc c'est pas moi qui reprends cette idée. Ensuite, quand je lis les articles de Kataoui, Speer, Albert Cohen, ce qui les intéresse, en effet, c'est d'avoir pour la première fois dans un roman
français des personnages juifs épais, consistants, et non simplement des personnages plats, comme on dit, qui font de la figuration. Dans les romans de Balzac ou de la fin du siècle, il y a des personnages juifs, mais là, ils n'ont pas d'histoire. Ils sont plats. Swann, comme je le rappelais tout à l'heure, il évolue à travers le roman. Le Swann de Combray n'est pas le Swann de Sodome et Gomorrhe. Bloch a une histoire tout au long de la recherche du temps perdu, et comme je le suggérais, il aura une histoire après, puisqu'à ce moment-là, il est devenu ce que Swann était au début. À la fin du roman, Rachel a une histoire. Donc c'est ça qui les intéresse, c'est qu'on ait des personnages juifs importants dans un roman. En revanche, ce que Albert Cohen et ce que Spire et aussi Kataoui disent, c'est cette idée que le côté juif de Proust est lié à ce relativisme, ce mobilisme, ce scepticisme. Et Cohen dit, voilà ce qui a permis d'enrichir le roman français trop sec, trop rationnel. L'analyse psychologique du naturalisme d'un Zola, voilà, c'est plus compliqué. Cette complication psychologique de la recherche du temps perdu, ils nous disent, je n'ai pas obligé de le reprendre, je ne le reprends pas à mon compte, mais c'est ce que nous dit Cohen en 1925. Le fait que tout soit si compliqué dans la recherche du temps perdu, psychologiquement, familialement, c'est ça pour Cohen ou pour Spire, ce côté juif. Cette complication liée à la chimère. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je ne reprends pas du tout ça à mon compte, c'est pas nécessaire, mais c'est ça qu'ils voient, eux, comme très juif à ce moment-là. On va prendre une dernière question, mais ce sera la dernière, parce que le temps file à toute vitesse. Alors, on fait deux d'un coup. Je serai très vite, et je vous remercie infiniment, parce que ça fait 40 ans que j'avais eu le temps de discuter le temps perdu. Alors j'ai une petite question sur ces recherches, sur les recherches de temps perdu au niveau de l'évolution de ces recherches. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait mes études à l'Université de Paris, et on a parlé de l'amour de Swann, on n'avait pas une connaissance de voir Proust comme juif. Enfin, les Américains pensaient qu'il n'y avait pas de juifs en Paris, etc. Alors, tous les contextes juifs que vous avez maintenant en Inde n'existaient pas pour l'analyse et critique de ces travaux. Alors, à cause de ça, on a fait peindre l'amour de Swann comme obsession. Aujourd'hui, on dit stalker ou quelque chose comme ça. Et je trouve que cette petite édition de l'idée qu'il était juif, ça donne un grand trait de lumière sur la question. Alors la question c'est, est-ce que c'est possible de base? C'était vachement, pas tellement qu'Odette était un monde potentiel ou quoi, mais de base c'était un discours sur le rôle d'être juif dans les relations personnelles, dans les vies en France. Alors, que répondre? Je pense en effet qu'il y a eu une phase durant laquelle il n'était pas question d'aborder Proust du côté de la judéité. Mais comme vous le voyez, dans les années 20 et 30, cela se faisait. Cela se faisait même assez communément. Assez communément. Je pense que cela fait partie d'une occultation qui a été le résultat de la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a fallu très longtemps pour que cette question soit de nouveau abordée. Et je ne peux pas séparer ce constat de l'idée que pendant très très longtemps, il n'y a pas eu tellement de travaux universitaires sur Proust. Il faut rappeler
tout de même que la première thèse d'État en France, de littérature française sur Proust, c'est celle de Jean-Yves Tadier en 1970. Pas de thèse d'État sur Proust de littérature française avant 1970. Et c'est seulement cette année que Jean-Yves Tadier nous a appris ses propres origines juives, qu'il avait toujours dissimulées jusqu'à cette année. Moi qui suis très proche de lui, qui suis assez en désaccord sur ses interprétations, mais c'est seulement cette année qu'il m'a dit que sa mère était juive. Mais comme sa femme est palestinienne, ça complique la situation. Un peu. Et qu'il l'a rencontrée en Égypte. Mais c'est seulement cette année qu'il me l'a dit, à cause de ce livre. Comment? Chrétienne et musulmane. Chrétienne ou musulmane? Sûrement chrétienne. La dernière question est pour madame. Merci, monsieur. J'ai évidemment plein d'interrogations. Je me réjouis de lire votre ouvrage. Je m'interroge par exemple sur la position de Proust pendant le J'accuse. Est-ce que ça a une résonance chez lui quand le J'accuse de Zola sort en 1898? Est-ce que ça... Peut-être qu'il y a des réponses là-dessus. Mais s'il fallait s'interroger davantage sur le lien, le côté juif chez Proust, si on se dit que finalement à la recherche du temps perdu, c'est une œuvre qui est consacrée à la mémoire, et en particulier à la mémoire involontaire, de savoir que le passé peut ressurgir au travers, comme vous l'avez dit, de la Madeleine ou du petit pont de Vermeer, de se dire qu'il consacre toute sa vie à la mémoire, à une œuvre sur la mémoire, et que la mémoire c'est quand même un des thèmes, on va dire, de prédilection des Juifs. Est-ce que vous y voyez un hasard ou une nécessité ou autre chose? Je ne sais pas, mais je m'interroge sur ce lien étroit. D'accord. Alors, sur le premier point, les rapports de Proust et de l'affaire Dreyfus, ils sont évidemment très consistants. Proust a eu deux engagements dans sa vie. L'un de l'automne 1897, donc avant J'accuse, à l'automne 1899, ce qui est le moment crucial de l'affaire Dreyfus. Automne 97, quand on commence à savoir qu'Esterhazy est le traître et non Dreyfus, lorsque ça devient public, et automne 99, lorsque le président de la République gracie Dreyfus. Donc Proust est complètement engagé dans l'affaire Dreyfus pendant 2 ans. Alors, mon ami Pierre Lindbaum dit 2 ans seulement. 2 ans, c'est comme Léon Blum. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal, et ça suffit. À l'automne 99, la plupart des Dreyfusards qui continueront tourneront mal. Donc, pour moi, avoir été Dreyfusard de 97-99, c'est très bien. Bon, l'autre moment, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et je pense que la position de Proust est là aussi très cohérente. Hostile à l'anticléricalisme ne veut pas dire clérical. Maintenant, la question de la mémoire. Oui, on connaît le grand livre de Yerushalmi, Zachor, qui était l'un de mes collègues à Columbia, que j'ai bien connu, et avec qui on a souvent parlé de Proust. Et évidemment, Proust était une des lectures de Yerushalmi, qui a un rapport avec la mémoire, dans la recherche du temps perdu, et que cette mémoire puisse être l'un de ces hypothétiques très juifs, évidemment, pourquoi pas. Pourquoi pas, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette famille Weil, la famille maternelle de Proust, et à sa trajectoire dans la société française au XIXe et au XXe siècle. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Compagnon. Merci à vous, cher public. Je suggère de passer tout de suite à la séance de signature. Ça se passera ici même. Pascal, si tu veux bien nous céder la place. Je dégage. Voilà,
puisse vendre l'ouvrage et Monsieur Compagnon, si vous voulez bien signer les ouvrages pour le public. N'oubliez pas vos pack lunch en partant et nous vous donnerons rendez-vous bientôt pour une nouvelle rencontre littéraire. Nous ne manquerons pas de vous en faire part. Je vous rappelle par ailleurs que nous ouvrons la synagogue pour une visite guidée le premier dimanche du mois. Toutes les informations sont sur notre site www.comisra.ch. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci beaucoup. Non, on commence par le principe qui devrait...